Nous allons accueillir notre deuxième keynote speaker et je voudrais remercier pour sa présence Madame Florence Lutzmann. Bonjour et bienvenue parmi nous, Florence Lutzmann. Nous sommes évidemment dans cette grande rencontre annuelle, les rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Et ce matin, dans son allocution d'ouverture, le président de la Fédération vous saluait personnellement du pupitre. Donc j'en profite pour vous dire bienvenue parmi nous. On va vous écouter pour échanger ensuite avec vous quelques minutes. Et nous allons vous écouter avec intérêt parce que c'est un sujet sur lequel nous travaillons beaucoup actuellement dans notre pays, celui du rôle des assureurs privés dans la couverture santé. Et le cas de la France nous intéresse. Je vous donne la parole pour une quinzaine de minutes. Merci beaucoup, merci pour votre introduction et bonjour à tous. Et je suis vraiment ravie d'intervenir dans ce grand colloque, cet événement très important du monde de l'assurance. Alors aujourd'hui, effectivement, on va parler du rôle des assureurs privés dans la couverture santé. Et je sais que c'est un sujet d'importance, comme vous venez de le rappeler, pour nos amis marocains qui, depuis presque 2 décennies maintenant, bâtissent un système de couverture maladie universelle et qui, eux, ont aussi une articulation publique-privée en matière de couverture de santé. Alors peut-être un petit rappel rapide, mais de l'historique de la complémentaire santé. On a, comme au Maroc, on a un système dual avec un socle de base, la sécurité sociale, l'assurance maladie dite obligatoire, un système qu'on peut qualifier de beveridgien ou d'assistentiel, qui est fondé sur l'universalité d'accès et qui est financé par l'impôt. Et puis au-dessus de ça, on a une deuxième couche, on a le système des complémentaires santé qui est fondé sur des cotisations qui sont liées à la personne et ou à l'activité professionnelle. Et cette articulation duale, elle est issue de la création de la sécurité sociale en 1945. Et dès cette époque, la coopération s'est organisée, le lien entre les sociétés d'assurance et la sécurité sociale dans le but d'avoir une couverture maximale de la population. Et on peut dire que cet objectif de couverture maximale, eh bien, on l'a aujourd'hui atteint, puisqu'on avait une couverture des complémentaires à hauteur d'à peu près 70% en 1980, et on est aujourd'hui à 96%. Alors ça a été facilité en particulier par des textes récents, comme la mise en place d'un accord national interprofessionnel en 2013, qui a généralisé la mise en place du contrat collectif au niveau de l'entreprise. Et ce mouvement d'extension de la couverture collective est en train de s'accroître encore pour être étendu à la sphère publique, donc fonction publique d'État à partir de 2024 et fonction publique hospitalière à partir de 2026. Alors en pratique, comment ça fonctionne ? Eh bien, on part d'un tarif de convention qui est fixé par les pouvoirs publics. L'assurance maladie en rembourse une partie et laisse à la charge des assurés, donc des mutuelles, le ticket modérateur. Et en dehors de ce tarif de base, qui est un tarif conventionné, eh bien, les praticiens du monde de la santé pratiquent éventuellement des dépassements d'honoraires. Et ça, les dépassements d'honoraires, ils ne peuvent être remboursés éventuellement que par les contrats de complémentaire santé. Donc, le niveau de remboursement de la sécurité sociale et donc le niveau de remboursement des complémentaires dépend beaucoup des actes, de la nature de l'acte qui est concerné. Les soins hospitaliers qui sont liés à une affection longue durée sont plutôt pris en charge par la sécurité sociale. Par contre, les soins de ville, tout ce qui est l'appareillage auditif, tout ce qui est dentaire, eh bien tout ça, c'est essentiellement couvert par les complémentaires santé. Au total, en France, nous avons un reste à charge
d'un peu moins de 7%, ce qui fait qu'on a un des taux de reste à charge pour nos concitoyens qui est parmi les plus bas au monde. Mais pour autant, notre système de santé est loin d'être parfait. Il rencontre des difficultés réelles qui ont été encore plus mises au jour lors de cette crise sanitaire du Covid-19. Et c'est un sujet qui nous préoccupe énormément, nous, assureurs complémentaires. C'est dans cet esprit que nous avons rédigé, avec l'aide de pas moins d'une cinquantaine de spécialistes du secteur de la santé, secteur privé, secteur public, nous avons rédigé un livre blanc pour identifier les grands défis qui sont devant nous en matière de santé. Ces défis, ils sont au nombre de 4. Le premier, sont les inégalités dans l'accès aux soins qui sont malheureusement encore réelles dans notre pays. Inégalités territoriales, inégalités financières, inégalités dans l'accès à l'innovation. Le deuxième défi à relever, c'est la fragmentation des parcours de prise en charge qui malheureusement ressemble le plus souvent à un parcours du combattant pour les patients. Le troisième, c'est la conséquence d'une absence quasi totale de vraies politiques de prévention depuis des années, ce qui fait que l'espérance de vie en bonne santé dans notre pays nous place seulement au 9e rang en Europe, avec 63 ans et quelques pour les hommes, 64 ans et quelques pour les femmes. Et là, on a d'immenses progrès à faire pour se rapprocher de pays tels que la Suède ou Israël, pour ne citer que ces deux-là. Et enfin, le quatrième défi, c'est un défi financier, parce que dans notre pays, nous reportons, alors pas pour l'assurance privée, pas pour les complémentaires santé, parce que c'est interdit, mais pour la sécurité sociale, nous reportons sur nos enfants et bientôt sur nos petits-enfants le coût de notre santé aujourd'hui. Donc, nous appelons à une mobilisation générale, et tout particulièrement dans le cadre de la campagne présidentielle, pour relever ces défis. Et ce que je voudrais vous démontrer, c'est que, bien entendu, nous n'avons pas toutes les pièces du puzzle à nous seuls, assureurs privés. Mais nous avons des pièces de ce puzzle, et nous appelons à construire, à reconstruire tous ensemble, avec les soignants, avec le secteur public, mais avec toutes les compétences du secteur privé, que ce soit évidemment l'assurance privée, mais aussi les pharmaceutiques, l'hospitalisation privée, la prise en charge à domicile, etc., pour relever ensemble ces 4 grands défis qui sont devant nous. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on fait déjà ? Eh bien, on contribue à limiter les inégalités d'accès aux soins, puisque nous prenons en charge plus de 70% des frais d'optique, 40% des frais dentaires, 30% en audiologie. Au total, là, nous remboursons quand même plus de 20% des dépenses de soins de ville, et en particulier les dépassements d'honoraires. Et puis, nous avons également diffusé des innovations telles que tout ce qui concerne la téléconsultation. Alors, les pouvoirs publics ont semblé découvrir l'intérêt de la téléconsultation à la lumière de la crise Covid. Je dirais que nous, on n'a pas attendu la crise Covid. Ce sont bien des contrats d'assurance privée qui ont proposé cette solution de la téléconsultation qui, évidemment, ne remplace pas l'analyse clinique qui est faite par un professionnel de santé, mais qui peut aider à mieux orienter et à spécialiser, je dirais, le médecin sur les actes, sur les diagnostics pour lesquels, évidemment, il est totalement incontournable. Sur le fractionnement des parcours, on a développé toute une série de garanties pour aider nos assurés quand, par exemple, ils doivent se faire hospitaliser. On leur propose un deuxième avis médical pour qu'ils soient sûrs de l'opportunité de l'intervention chirurgicale qui se prépare pour eux. On les aide à trouver un établissement de soins, on les aide dans les démarches administratives. Et puis à la sortie
de l'hôpital, on les ramène chez eux et puis on peut leur fournir des aides à domicile parce que, évidemment, quand on sort de l'hôpital d'une intervention chirurgicale, on est fragile, donc on a besoin d'accompagnement. Et l'accompagnement, c'est vraiment notre métier, c'est le métier des assureurs et de leurs filiales d'assisteurs. Le troisième grand défi, c'est la prévention. Et là-dessus, je voudrais dire que nous avons un rôle tout à fait clé à jouer. Pourquoi ? En fait, c'est simple. La sécurité sociale, elle a un socle homogène, standardisé pour tous les Français, et c'est très bien. Maintenant, la prévention, c'est quoi ? C'est s'adresser aux gens plutôt quand ils ne sont pas malades. Mais la sécurité sociale, en France, elle ne nous connaît pas quand on n'est pas malade. Elle nous connaît quand on envoie des décomptes de consommation de soins. Quels sont ceux qui ont cette relation avec leurs assurés tout au long de la vie ? Ce sont bien les complémentaires santé. Donc, nous sommes très bien placés pour véhiculer, pour gérer. Nous faisons très bien d'ailleurs dans plus de la moitié de l'activité de l'assurance santé complémentaire en France qui passe par des contrats d'entreprise, parce que l'entreprise est un superbe territoire de santé, mais on pourrait le faire encore mieux et davantage en utilisant toute l'innovation qui est foisonnante dans le secteur de la santé et en personnalisant cette démarche de la prévention pour le bénéfice de nos concitoyens. Et puis, le dernier défi, c'est l'équation financière. Et comme vous le savez, les assureurs, évidemment, ne peuvent pas perdre d'argent. Il faut qu'ils restent solvables et ils ne peuvent pas reporter sur les années futures, compte tenu de notre réglementation prudentielle et de solvabilité en particulier. Donc, nous, on est nécessairement équilibrés et nos tarifs couvrent nécessairement les prestations que nous allons verser au titre de nos contrats. Donc, pour conclure, je dirais que l'assurance privée, parce qu'elle est concurrentielle, parce que les assureurs, précisément, essayent de se différencier les uns des autres en offrant toujours plus de garanties adaptées et personnalisées dans leurs contrats, apparaissent comme un excellent complément de ce socle de base universel qui est la sécurité sociale. Peut-être un dernier point qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que nous sommes aussi, nous, assureurs, et pas seulement assureurs santé, mais assureurs, nous sommes les grands investisseurs dans l'économie productive. En France, le total du marché de l'assurance, ça représente à peu près 2700 milliards d'euros, qui à plus de 60% sont investis directement dans l'économie productive, et en particulier dans le domaine de la santé, et en particulier dans l'innovation en santé. Et c'est précisément en repérant des innovations technologiques, de par leur rôle d'investissement, que les assureurs aident des startups, des biotech à se développer. Et ensuite, quand ça marche, ils s'en servent pour proposer des garanties innovantes dans leur contrat. Je vais vous donner quelques exemples de ces investissements que les assureurs ont fait dans, par exemple, Inet Pharma, qui se consacre à l'amélioration du traitement du cancer grâce à des anticorps thérapeutiques innovants. Plus globalement, les biotech ont spécialement besoin des assureurs parce que le cycle de développement d'une biotech est long et que nous sommes par définition des investisseurs sur le temps long. Mais on investit aussi dans la pharmacie et la chimie fine, on investit dans les technologies de la santé, dans des logiciels pour organiser les dossiers médicaux. Et tout ça pour dire que ce lien entre ce rôle d'investisseur et ce rôle d'assureur privé de la santé se fait au bénéfice de nos patients, au bénéfice des Français. Je prendrai un exemple. Vous savez qu'à la lumière de cette crise sanitaire, on a redécouvert, parce que le problème préexistait, mais il s'est considérablement amplifié, la situation dramatique de la santé mentale dans notre pays.
avec des personnes qui sont psychologiquement beaucoup plus fragilisées après ou pendant cette crise Covid, puisque malheureusement, on ne peut pas dire qu'on en soit sorti qu'avant. Et donc, les assureurs ont, sans délai, quand ils s'en sont aperçus, il y a 1 an de cela, nous avons rajouté dans nos contrats la prise en charge de 4 consultations de psychologues. Vous voyez, c'est le genre de choses qu'on peut faire sans délai, il suffit qu'on décide et ensuite on étend ça à tous les contrats de complémentaire santé. Donc on a cette flexibilité, beaucoup plus que les socles de base. Et puis nous investissons, y compris ma fédération, donc France Assureur, nous soutenons une initiative de France Biotech qui s'appelle Impact, et qui est un accélérateur d'innovation en santé mentale et qui a pour ambition de faire émerger des solutions qui utilisent des technologies et des données innovantes pour remédier aux ruptures du parcours de soins en santé mentale du jeune adulte et de l'adulte. Donc, tout ça me fait dire que souscrire une assurance, c'est quelque part un acte doublement citoyen. Évidemment, vous vous protégez contre un risque et ce faisant, vous protégez aussi la société contre un risque, mais via les investissements que les assureurs font avec l'argent que vous lui confiez, vous contribuez également à financer des investissements directement productifs pour aider à construire la société de demain. Merci à vous. Merci à vous, Florence Lussmann, pour votre intervention. Et je peux vous dire que dans la salle, ils sont acquis à la mission des assureurs et de l'intérêt à souscrire des contrats d'assurance. Mais en tout cas, merci d'avoir partagé avec nous aussi des exemples, des illustrations très concrets de ce type d'investissement et de la démarche que ça représente. C'est vrai qu'on se rend compte que d'une certaine manière, vous contribuez à bâtir aussi le futur des questions de santé à travers ces investissements de long terme. Je voudrais revenir avec vous sur le sujet que vous avez évoqué, je voudrais parler de cet équilibre au sens articulation, assurance maladie obligatoire, assurance maladie complémentaire. Est-ce que cet équilibre que vous venez de nous décrire, est-ce que vous avez le sentiment qu'il est aujourd'hui menacé ? J'ai eu ce sentiment, oui, au cours des mois qui viennent de s'écouler, puisqu'il y a eu beaucoup de débats dans notre pays à l'initiative du ministre de la Santé lui-même. Donc, c'était une menace non voilée de passer à un système qu'on a qualifié de grande sécu, donc où en fait le régime obligatoire engloberait quasiment tout le système de santé et tous les remboursements, ce qui correspondait à une nationalisation pure et simple de l'assurance maladie, et ce qui aurait sans doute contribué à l'extinction d'une bonne partie de la complémentaire santé. Alors heureusement, on avait travaillé sur notre livre blanc santé, qui est d'ailleurs posté sur notre site internet franceassureur.fr. Je vous en recommande la lecture. Justement, et comme on avait travaillé sur ces grands défis auxquels est confronté notre système de santé, on a pu arguer du fait que cette grande sécu ne permet en rien de relever les 4 défis qui sont les vrais défis pour les Français. Et je crois que c'est ça qui a convaincu aussi, c'est de dire que le sujet, c'est pas de savoir qui va rembourser finalement. Ça, c'est le 2e, le 3e ou le 4e sujet, une fois qu'on a bâti un système de santé qui soit robuste, qui tienne compte de l'innovation, qui soit accessible à tous nos concitoyens, qui soit centré sur la personne. Bref, c'est ça les enjeux. Et c'est pas de savoir si c'est la Sécu qui va rembourser ou les complémentaires. De toute façon, ceux qui vont payer, c'est toujours les mêmes, hein. C'est les Français et les entreprises. Soit via l'impôt pour la sécurité sociale, soit via des cotisations pour les complémentaires santé. Mais il n'y a pas de miracle quelque part. Donc, c'est pas ça la première question qu'il faut se poser. La première question qu'il faut se poser, c'est comment, tous ensemble, on relève ces 4 défis qui sont devant nous. Par ailleurs, nous avons interrogé les Français, on a fait beaucoup de sondages pour
pour faire ces livres blancs, et pas seulement celui sur la santé. 70% des Français sont très attachés à cette articulation entre la sécurité sociale et les complémentaires santé. Et d'ailleurs, je pense que ces sondages ont été entendus, écoutés par les candidats, puisque aujourd'hui, l'immense majorité des candidats à l'élection présidentielle n'a pas choisi de reprendre ce projet de la Grande Sécu, et que certains, et non des moindres, ont même fait part de leur vive opposition. Alors justement, vous me donnez l'occasion d'évoquer un tout dernier sujet brièvement, si vous le voulez bien, pour gérer le temps. Vous avez évoqué la présidentielle, on suit l'actualité d'ici de Casablanca de ce qui se passe en France. Et qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant qu'assureur, du futur ou de la future, puisqu'il y a des femmes aussi présidents ou présidentes de la République en France, en matière de santé précisément? Alors, en matière de santé, mais pas seulement. Nous, ce qu'on s'est dit, c'était qu'une élection présidentielle, c'est une occasion unique pour se faire entendre et contribuer au débat public. Nous, en France, assureurs, on a longtemps été frustrés parce qu'on sait, nous, assureurs, qu'on intervient sur tous les risques, on gère 35 000 nouveaux sinistres tous les jours, on est au plus près des Français, on les connaît, on connaît leurs préoccupations. Et pour autant, on s'exprime peu, et quand on s'exprime, on n'est pas très repris sur les grands sujets de société, qui sont la relance économique, qui sont la transition écologique et énergétique, et qui sont aussi la protection sociale avec la santé et la dépendance. Donc nous avons fait des livres blancs, nous avons fait des propositions qui ne partent pas de l'assurance, qui partent de ces grandes thématiques sociétales, et je vous invite encore une fois à les retrouver sur notre site internet, et qui posent des problématiques, qui les éclairent, parce que nous avons beaucoup de données et d'informations objectives sur ces sujets. Et puis ensuite, on fait des propositions concrètes qui, elles, évidemment, relèvent de notre champ, puisque c'est là que nous avons des leviers pour agir. Alors, si je réponds précisément à votre question sur la santé, eh bien, la santé, nous appelons de nos voeux de mettre autour de la table l'ensemble des parties prenantes pour répondre ensemble, relever ces 4 défis. Alors après, il y a des choses qui sont assez franco-françaises. En fait, on est très contraint en France, et pour des raisons fiscales, parce que la santé, malheureusement, dans mon pays, est beaucoup trop taxée. Plus de 20%, donc 20% de taxes sur l'assurance santé, c'est inimaginable. Enfin, en Allemagne, c'est 0%. En Espagne, en Italie, c'est 1 ou 2% maximum. Nous, 20%. Et si on ne veut pas être taxé à 20%, à ce moment-là, il faut rentrer dans le cadre d'un contrat responsable dont les pouvoirs publics ont écrit 80% des garanties. Ce qui bride l'innovation, ce qui bride complètement notre capacité à faire notre vrai métier, qui est la gestion du risque, la promotion de la prévention. Vous voyez, par exemple, dans le contrat dit responsable, donc rédigé à 80% par les pouvoirs publics, on ne peut pas favoriser les assurés qui auraient eu, tout au long de leur vie, une bonne démarche de prévention. Et ça, ce n'est pas logique, et c'est nous empêcher quelque part de faire notre métier. Merci. On est également très préoccupé des difficultés d'accès à la santé pour des publics défavorisés, des publics fragiles, en particulier certains retraités. Et donc là, nous faisons également des propositions spécifiques, et en particulier de nature fiscale, pour les aider à accéder encore plus et mieux à la complémentaire santé. Merci beaucoup, Florence Lussmann, pour votre intervention en direct de Paris pour les participants du rendez-vous de Casablanca de l'assurance, et merci de votre contribution.